You're nothing, Jon Snow. Got a theory, could be Barney's. You never say thank you. That's what the money is for! Winter is coming. The danger. I am the one who knocks. I think A that I damn may fine be cup of coffee. the voice of my generation. Suit up. Bonjour et bienvenue dans PIC TV, le podcast qui décortique et analyse vos séries préférées, quand il y en a. Je suis Anaïs Bordage et à mes côtés se trouve ma syndicaliste préférée, Marie Telling. Salut Anaïs. On attaque cette nouvelle saison de PIC TV dans des circonstances un petit peu particulières puisque depuis le 2 mai, le monde des séries est à l'arrêt, suite à une grève des scénaristes puis des acteurs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les tournages ont été interrompus et les sorties de grosses productions ont été reportées jusqu'à nouvel ordre. Dans les prochains épisodes de PIC TV, on va quand même essayer de couvrir les quelques sorties qui ont survécu, ainsi que de nouvelles séries cultes dont on ne vous a pas encore parlé. Mais on ne pouvait pas faire un podcast sur l'actualité des séries sans parler de ce qui se joue à Hollywood en ce moment avec la grève. C'est justement l'objet de l'épisode d'aujourd'hui. Avec les éclairages d'une scénariste, on vous explique pourquoi les acteurs et les scénaristes sont très remontés, ce que la grève dit du futur de la télé et en quoi ce moment est historique. Mais avant ça, le pic de la semaine. Notre pic cette semaine, il est collectif. Commun, oui. Commun. Collectif à deux, c'est... mais oui, si tu veux. On est dans un esprit Collégial. collectif voilà, pour cet épisode. Notre pic, c'est que le 30 septembre, on a un événement très spécial avec Marie. On sera à la médiathèque Marguerite Duras dans le 20e pour parler d'un film qu'on adore toutes les deux. Sexe Intention. Ou Cruel Intentions en anglais. Le meilleur film des années 90. On va se calmer. Le meilleur film des années 90, c'est Clueless, mais d'accord, ok. Un très bon film. Un très 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 bon film avec Ryan Phillippe et Reese Witherspoon et Selma Euler et Sarah Michelle Gellar et Placebo. Ce qui est très très cool, c'est qu'on va diffuser le film, on va le projeter à la médiathèque Marguerite Duras et ensuite on va enregistrer un podcast sur le film en public. Donc vous pouvez venir. Donc on va discuter du film avec vous en public. Et ensuite, il y aura une petite session de questions-réponses et il y aura aussi des petits livres que l'on a coécrits avec Marie qui seront à disposition et qu'on pourra vous signer si vous avez envie de les faire signer. Donc, si vous avez envie de voir un film et après d'en discuter avec nous et d'assister à l'enregistrement en direct d'un épisode de podcast, Viendez. Voilà. Tout à fait, voilà. Et puis ce sera le premier événement auquel je participe à l'âge de 35 ans, puisque mon anniversaire est 5 jours plus tôt. Donc c'est vrai. Voilà. Donc vous pouvez venir et offrir des cadeaux à Marie. Non, en fait, ce serait hyper gênant. Mais venez assister à ma crise existentielle. On va mettre le lien vers les informations pour l'événement dans la description de l'épisode et on postera dessus aussi sur nos réseaux sociaux respectifs et sur les réseaux sociaux de Slate. Cette semaine, on parle d'un sujet un petit peu moins fun, mais très intéressant. Mais très intéressant et surtout crucial pour l'industrie des séries. C'est la grève. Vous avez peut-être entendu parler de la grève des scénaristes et des acteurs qui a commencé début mai, donc ça commence à faire déjà un petit bout de temps. Celle des scénaristes a commencé début mai. Mais on sait que c'est pas forcément évident, surtout pour un public français, de comprendre tous les enjeux de ce qui se passe en ce moment à Hollywood. Il faut aussi préciser qu'au moment où on enregistre, il est possible que ça se mette à bouger très très vite. Donc on vous updatera si jamais il y a eu des changements. Mais à l'heure actuelle, la grève n'a toujours pas été résolue et il n'y a toujours pas eu d'accord trouvé entre les acteurs et les scénaristes et l'AMPTP, dont on va vous reparler, qui est l'association des producteurs, qui est en conflit à l'heure actuelle avec l'industrie. Nous, on enregistre là le 24 août. Il y a 2 jours, il y a une nouvelle proposition de l'AMPTP et c'est en discussion. Apparemment, les studios ont pour objectif aimeraient résoudre ça avant le 4 septembre, qui est le Labor Day aux États-Unis, qui est un jour férié et qui est un peu la grande rentrée aux États-Unis juste après. On va voir si c'est le cas. Donc, il se peut que ça évolue très, très vite. Mais dans tous les cas, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est un peu les causes de cette grève et ses conséquences. Et même si la grève est résolue et s'il trouve un accord, en fait, ce que la grève souligne, c'est toutes les tendances de l'évolution du métier de scénariste, de l'évolution d'Hollywood, de l'évolution du métier d'acteur et de l'évolution des séries en général. Donc c'est très riche et c'est très intéressant dans tout ce que ça révèle. Donc ce dont on va vous parler, même s'il y a un accord qui est trouvé, sera toujours d'actualité dans ce que ça révèle en fait. Oui, et les conséquences durables sur l'industrie des séries auront lieu quoi qu'il arrive, même s'il y a une résolution qui est trouvée dans quelques jours. Le fait que la grève ait duré déjà aussi longtemps fait qu'il va y avoir un impact très visible dans les prochains mois et on va vous expliquer tout ça en détail. Les scénaristes d'Hollywood sont en grève. Le premier mouvement social contre l'intelligence artificielle.
More than 11,000 TV writers went on strike on May 2nd after contract negotiations between the WGA and the studios. Faute d'accord avant la fin du contrat actuel de 3 ans, le syndicat appelle ses membres à une grève ininterrompue. We are being victimized by a very greedy entity. If we don't stand tall right now, we are all going to be in jeopardy of being replaced by machines. Il faut commencer par dire que la grève a démarré le 2 mai 2023 suite à une tentative de renégociation des contrats entre le syndicat des scénaristes à Hollywood et l'AMPTP. Donc, on vous le disait, l'AMPTP, c'est une association de tous les plus gros producteurs de films et de séries à Hollywood. Tous les 3 ans, ils renégocient leurs contrats. Et ça permet d'avoir des évolutions dans la manière dont l'industrie fonctionne et notamment dans la rémunération, mais pas que, on va en reparler. Oui, parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'en fait, c'est grâce à la Writers Guild of America, donc la WGA, c'est le syndicat, que les scénaristes ont droit à une assurance maladie, ont droit à un minimum salarial, ont des droits en fait qui ne sont pas du tout inscrits. La législation en matière de code du travail aux États-Unis est très différente de celle de la France. Donc tous ces minimums, ces prérequis au moment de dealer des contrats ne sont pas inscrits dans la loi aux États-Unis. Et donc, c'est grâce au syndicat que tous les scénaristes qui en font partie ont des droits de base. Et c'est ces droits-là qui sont renégociés et ces conditions de travail qui sont renégociées à chaque renégociation tous les 3 ans. Donc, c'est très, très important pour le métier, quoi. Et là, ça faisait déjà plusieurs mois que la grève se faisait sentir. Si on suivait un petit peu déjà ce qui se passait du côté des scénaristes et des showrunners, par exemple, de séries, on le sentait. Même quand on a parlé à Mike Schur il y a plusieurs mois dans PIC TV, c'est un des scénaristes les plus importants d'Hollywood, il nous parlait déjà un petit peu de la frustration par rapport à l'industrie telle qu'elle a évolué à cause des plateformes. Et donc, on sentait qu'au moment de la renégociation, ça allait sans doute être très compliqué. On sentait qu'une grève allait sans doute se profiler. Et c'est ce qui s'est passé, puisque le syndicat des scénaristes n'a pas réussi à trouver d'accord du tout avec l'association des producteurs. Ils ont cédé sur quasiment aucune revendication. Et c'est ça qui a fait que, de manière effective, le 2 mai, ils ont dit « on arrête de travailler ». Ce que ça veut dire dans les faits, c'est que les scénaristes ont arrêté tous les projets qu'ils avaient en cours. Donc, ceux qui étaient en train de travailler sur des séries dans des writers' rooms, par exemple, ne vont plus au travail. Mais même ceux qui travaillaient sur des scripts chez eux, par exemple, ils ont tout sauvegardé sur des disques durs et ils ont dit, à partir d'aujourd'hui, je ne travaille plus sur les scripts que j'ai en cours. Ça veut aussi dire qu'ils ne font plus de promotion sur les projets sur lesquels ils travaillaient. Ça veut aussi dire que les studios n'ont pas le droit d'altérer un script qui a été écrit par quelqu'un qui est en grève. Donc, par exemple, House of the Dragon, le tournage a continué parce que les scripts étaient prêts. Mais en fait, ça veut dire qu'ils n'ont pas le droit de toucher au script pendant le tournage parce que ça a été écrit par quelqu'un qui appartient à la guilde, en fait, au syndicat. Donc ça, on va expliquer pourquoi, mais ça pose problème au moment des tournages, quoi. Et de manière un petit peu plus visible, c'est peut-être ce que vous avez vu dans les infos. En plus de ça, les scénaristes se sont mis à faire des piquets de grève et à essayer d'interrompre les tournages physiquement. Donc en fait, ils se levaient à 4h du mat, ils allaient sur les lieux de tournage sur lesquels ils avaient eu des infos et parfois ils étaient que 2 ou 3 avec des petits panneaux, mais ils se mettaient à défiler devant les lieux de tournage pour un petit peu foutre la honte en fait aux équipes qui venaient travailler et leur dire ne franchissez pas ce piquet de grève, restez solidaires avec nous. Et donc au bout d'un moment, il y avait aussi toutes les équipes techniques qui refusaient d'aller travailler parce qu'elles voulaient rester solidaires avec les scénaristes. Et donc de jour en jour et de semaine en semaine, de plus en plus de tournages ont été interrompus. À l'heure actuelle, il n'y a quasiment plus de tournages qui sont en cours. Et tout ça, c'est grâce aux efforts des scénaristes dans ces premières semaines de grève. Il y a eu un gros tournant quand le syndicat des acteurs a rejoint la grève le 13 juillet parce que eux-mêmes étaient aussi en négociation. Le syndicat des réalisateurs et réalisatrices était aussi en négociation juste avant et eux ont trouvé un compromis et ont signé les nouveaux contrats. Mais les acteurs et les actrices ne l'ont pas signé. Et d'ailleurs, ce qui était dans l'actu, c'était vraiment le personnage de Fran Drescher, qui est l'actrice qui jouait dans Une nounou d'enfer, qui était aussi la créatrice de la série, qui est redevenue un peu une star pendant ce moment parce qu'elle a fait des discours, c'est elle la directrice en fait de l'union du syndicat des acteurs, et elle a fait un discours assez enflammé. Je suis choquée par la façon dont les gens avec qui nous faisons affaire nous traitent. Je n'arrive pas à croire à quel point nous sommes éloignés sur tant de sujets. Ils invoquent la pauvreté, à quel point ils perdent de l'argent, alors qu'ils donnent des centaines de millions de dollars à leur PDG. C'est dégoûtant. Honte à eux. Ils se situent du mauvais côté de l'histoire.
Si nous ne nous unissons pas, nous allons tous avoir des ennuis. La farce est terminée à MPTP. Nous sommes des travailleurs et nous nous tenons debout. Et nous exigeons le respect et nous exigeons d'être honorés pour notre contribution. Il est temps de partager la richesse parce que sans nous, vous ne pouvez pas exister. Ce qui est intéressant, c'est que déjà, ça a un peu changé la dynamique pour les scénaristes sur place. Anaïs, toi, tu as interviewé une scénariste qui est en grève, qui nous en a un peu parlé. Oui, elle s'appelle Céline Robinson. C'est une scénariste franco-américaine, donc c'est super parce qu'elle a pu faire toute l'interview en français. Elle est en activité depuis 2013. Elle a travaillé sur beaucoup de séries, mais un de ses plus gros boulots, ça a été New York Unité Spéciale, sur laquelle elle a travaillé pendant très longtemps. Je l'avais interviewée au tout début de la grève, vraiment quelques jours après le début, et elle avait la voix complètement cassée. Elle allait de piquet de grève en piquet de grève, et elle faisait des opérations guérilla en plein milieu de la nuit pour interrompre des tournages. Et du coup, là, je l'ai rappelée pour qu'elle nous explique comment ça se passe depuis 3 mois. Et effectivement, je lui ai demandé comment ça se passait depuis que les acteurs avaient rejoint la grève. On va l'entendre, elle nous explique que ça a quand même énormément changé la dynamique du mouvement. Alors, à New York, nos piquets sont entre 9h du matin et midi, parce que dans l'après-midi, il fait trop chaud. Donc, on marche dans un cercle avec des acteurs. Heureusement qu'on a été rejoints par les acteurs. Déjà, ça nous a remotivés, regalvanisés. On se sent moins seul. Parce que le Writers Guild, c'est que 11 000 écrivains. Ce qui paraît grand, mais c'est très petit comme syndicat. Et soudainement, voilà que 160 000 acteurs nous rejoignent. Et on avait la voix cassée, on était fatigués, on y était déjà pendant 10 semaines. Il faisait très, très chaud. Et voilà que... En fait, tu sais, dans les films de guerre où la troupe, on est à la fin, on n'en peut plus, on n'a plus d'ammunition, on est à la fin et on regarde au-dessus de la montagne et voilà que la nouvelle troupe arrive. Et on s'est vraiment senti comme ça et motivé, mais aussi c'était une démonstration que non seulement on s'est senti moins seul physiquement en personne dans les piquets de grève, mais on s'est senti moins seul dans notre cause. Parce qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, c'est vraiment d'autres membres de cette industrie qui souffrent. Donc voilà, de 9h à midi, en général, on n'y va peut-être pas tous les jours maintenant, peut-être 2-3 fois par semaine. Et maintenant, on ressent plus de la solidarité que de la colère. Ce qui était très marrant aussi, c'est qu'elle m'a expliqué que les acteurs, étant forcément des machines à charisme et étant très habitués à être sur le devant de la scène, ça a ajouté une nouvelle dimension aussi au mouvement et aux manifestations, puisque elle disait que eux, ils sont très bons pour écrire les slogans, et par contre, les acteurs sont très bons pour les incarner, et donc ça a créé une espèce de synergie entre les deux groupes qui était très très chouette pour les scénaristes. Ils ont du rythme, ils chantent très bien, ils ont la voix forte, ils savent projeter leur voix. Donc, on est ravis d'avoir des professionnels qui nous ont rejoints. Enfin, c'est magnifique parce que nous, on n'a pas l'habitude d'être dehors dans le soleil, on n'a pas l'habitude d'être vus par les autres. Mais maintenant, eux, ils arrivent, ils sont maquillés, ils dansent avec du rythme, ils inspirent les gens. C'est pour ça que eux sont les acteurs et nous sommes les écrivains. Et après, on leur donne des paroles pour le mégaphone. Donc, on a chacun retrouvé nos rôles. On est ravis de plus être obligés de parler. Il y a 2 choses à dire sur l'arrivée des acteurs dans le mouvement, en plus de tout ce que Céline Robinson nous a dit. C'est que je sais que moi, à ce moment-là, j'ai beaucoup lu en ligne des gens qui disaient... Qu'est-ce qu'on s'en fout? Pourquoi ils se plaignent? C'est des privilégiés, ils gagnent des millions. Parce que quand on voit des énormes acteurs faire la grève avec des panneaux ou des choses comme ça, on peut se dire, il va pas nous faire pleurer, quoi. Et en fait, ils sont des dizaines de milliers dans le syndicat des acteurs. Il n'y a pas que des stars. Il n'y a pas que des gens qui gagnent bien leur vie. Il y a énormément d'acteurs, par exemple, qui vont faire du doublage, qui sont figurants ou qui ont des petits rôles de temps en temps ou des choses comme ça. Et ces acteurs-là, ils ont besoin d'une assurance maladie aux États-Unis. Ils ont besoin d'un salaire minimum, ils ont besoin de pouvoir vivre et survivre. Et c'est pareil du côté des scénaristes, c'est ça les enjeux. C'est-à-dire que quand il y a des grosses personnalités qui sont en train de défendre le mouvement, ils sont pas en train de défendre leur gagne-pain à eux, ils sont en train de défendre tout un écosystème qui est derrière et des milliers de travailleurs qui sont précarisés.
Oui, d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de parler à pas mal de scénaristes pour couvrir la grève il y a quelques mois et ils me disaient tous la même chose. Le travail de scénariste et d'ailleurs le travail d'acteur, justement quand on n'est pas star, ce sont des métiers créatifs mais qui ont toujours plutôt correspondu à la classe moyenne en fait aux États-Unis. Et ce qu'ils disaient, c'est que ces dernières années, pour le coup, ils se rapprochaient plus de la classe ouvrière dans la manière dont ils travaillent. Ils ont été extrêmement précarisés et donc il faut pas juste imaginer que c'est des gens qui vivent dans des villas. Effectivement, il y a juste énormément de monde qui galère à boucler les fins de mois et c'est de pire en pire et c'est pour ça qu'ils se battent à l'heure actuelle et qu'ils n'ont pas peur d'arrêter le travail pendant des mois et des mois parce qu'ils savent que c'est totalement existentiel pour eux s'ils veulent continuer à survivre. Oui, d'ailleurs, il y avait un des scénaristes de The Bear qui avait parlé au New Yorker et qui avait raconté que au moment de la remise des prix où ils ont reçu un prix de la meilleure comédie, il avait dû s'endetter pour louer le costard qu'il portait parce qu'il était déjà à découvert sur son compte. Il n'avait pas de chauffage chez lui pendant l'hiver. Quand il écrivait sur la série, il devait aller dans des cafés ou des trucs comme ça pour pouvoir écrire. Donc, il y a cette réalité-là aussi. Et ce qui s'est passé avec l'arrivée des acteurs et des actrices qui est intéressant, c'est qu'en fait, traditionnellement, les acteurs et les actrices ne font pas grève très souvent. Leur dernière grève, c'était en 1980, alors que la dernière grève des scénaristes, c'était en 2007-2008. Et il faut dire aussi que c'est historique qu'il y ait une mobilisation commune. jointe. Ça n'a pas eu lieu depuis 1960, donc c'est vraiment historique. Mais comme ils n'ont pas l'habitude de se mobiliser très souvent, les studios et les producteurs et MPTP a pensé qu'ils pourraient négocier avec eux beaucoup plus rapidement. Et que ce serait beaucoup plus facile d'obtenir un compromis avec les acteurs et actrices et de les faire retourner au travail. Et avec les discours très enflammés de Fran Drescher, où elle les traite de vautours capitalistes, ils se sont rendus compte que ce ne serait pas le cas et que ce serait beaucoup, beaucoup plus compliqué. Et c'est à ce moment-là qu'ils se sont retournés à nouveau vers les scénaristes pour négocier. Donc il y a aussi cette dynamique qui est intéressante dans la grève commune, quoi. Oui, et puis il n'y a pas eu que Fran Drescher, il y a eu énormément de très grosses stars qui ont pris position sur les réseaux sociaux ou en étant interviewées dans les médias de manière très virulente. Il y a même eu à un moment, il me semble que c'est Bob Iger, le président de Disney, qui a dit que l'objectif de l'association AMPTP, c'était de pousser les grévistes à bout jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus payer leur crédit immobilier. Et juste après ça, il y a Ron Perlman, qui est un acteur qui fait un petit peu peur, qui s'est filmé. Qui était dans Sons of Anarchy, ouais. Et dans La Cité des Enfants Perdus et dans plein de trucs où il joue toujours un gros dur, qui s'est filmé en insultant ce mec et en disant que on sait où t'habites, on va venir te trouver, etc. Motherfucker. Listen to me, motherfucker. Écoute-moi bien, enfoiré. Il y a beaucoup de raisons de perdre sa maison. Tu as souhaité ça pour des gens, tu as souhaité que des familles soient affamées pendant que tu te fais 27 putains de millions de dollars par an sans rien créer. Fais attention, enfoiré, fais vraiment attention. Parce que c'est le genre de connerie qui peut foutre la merde. Peace out. Tout le monde dit donc que c'est le président de Disney qui a dit ça, mais en fait, la citation n'était pas attribuée, elle était anonyme. C'était dans un article de presse, mais tout le monde a compris que c'était lui et tout le monde le lui a attribué. Donc, il n'a pas nié depuis. En fait, il y a un tel mépris dans les prises de position de certains dirigeants depuis le début de la grève que ça n'a fait que renforcer les convictions des grévistes qui disent « Non mais regardez comment ils nous traitent » et puis ils ne veulent vraiment flancher sur rien, sur aucune revendication. Donc, on continue. Il faut expliquer pourquoi les scénaristes ont fini par en avoir ras-le-bol et se mettre en grève. Il faut dire que c'est des conflits et des tensions qui ne font que s'amplifier depuis des années et des années. Et si vous avez un petit peu suivi aussi ce qu'on raconte à PIC TV, vous allez reconnaître plein de choses dont on va vous parler, puisque en fait, toutes les tendances dont on va vous parler, elles viennent de l'arrivée des plateformes, principalement, de l'arrivée de la tech dans le monde des séries. Donc il y a Netflix, mais pas que. Et tout ça, ça a complètement bouleversé la manière dont les séries sont consommées pour nous, mais aussi sont faites pour eux. Et c'est ça qui a énormément précarisé, notamment le métier de scénariste. Ce qui est marrant, c'est que ça reflète une évolution générale du rapport au travail, avec une ubérisation des métiers en général. Et là, en fait, il y a eu une ubérisation du métier de scénariste, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont syndiqués. Donc forcément, il y a un combat qui se fait, alors que quand on regarde les livreurs ou des choses comme ça, il n'y a pas de syndicats derrière qui peuvent défendre les droits et les conditions de travail des livreurs. Et en plus, ce qui est très, très impressionnant, c'est que la grève a été votée à plus de 98%. Donc, c'est aussi historique de voir des membres de syndicats qui soient aussi unis derrière les revendications. C'est-à-dire que quasiment tout le monde était unanime pour faire cette grève. Ça se bâtit depuis des années. C'est-à-dire qu'il y a l'influence du streaming et de la tech et de leur rapport à la création et aux séries en général.
et aux créateurs. Et il y a aussi eu l'influence du Covid qui a fait que les méthodes de travail ont un peu changé. Il y a des productions qui ont continué via Zoom, par exemple, avec des writers' rooms. Donc ça, on va pas mal en parler, mais c'est des groupes de scénaristes, en fait, qui travaillent sur des séries, qui se retrouvaient par Zoom en distanciel. Et le fait aussi que les scénaristes n'allaient plus sur les tournages parce qu'il y avait un nombre limité de gens qui allaient sur les tournages. Donc ça a été un peu instauré pendant le Covid pour des raisons sanitaires. Et les studios se sont dit, ah bah ça fonctionne comme ça, en fait, ça va très bien. Et donc, ils ont essayé de poursuivre ces pratiques-là après le Covid, une fois que les restrictions n'étaient plus en place. Ce qui change totalement la façon de travailler des scénaristes et ce qui change le rapport entre les scénaristes et leur œuvre aussi. Ce qui peut paraître surprenant, c'est que quand on parle de la PIC TV, c'est le nom de notre podcast, bah forcément on se dit il y a une telle quantité de séries qui sont produites depuis plusieurs années qu'on a du mal à imaginer que les scénaristes peinent à trouver du travail ou peinent à être bien payés, puisque s'il y a plus de séries, ça voudrait dire qu'il y a plus de jobs, logiquement parlant. En fait, c'est pas du tout ça qui se passe. Le budget moyen d'une série a explosé. On en parle quasiment tous les ans, à chaque fois qu'il y a une nouvelle série depuis Game of Thrones, mais ça a été pareil avec Walking Dead et puis récemment avec House of the Dragon, Stranger Things. Enfin, c'est des séries qui ont plusieurs millions de budget pour un seul épisode, voire plusieurs dizaines de millions de dollars pour un seul épisode. Mais à l'inverse, les scénaristes, eux, sont de moins en moins bien payés. Et c'est ça qui les fait un petit peu râler, c'est que j'avais parlé à un des showrunners de New York Unité Spéciale il y a quelques mois, et il me disait, on va aller faire des tournages en Australie comme ça, sans aucun problème. Si jamais il y a un acteur qui a des cernes un jour, bah, on va dépenser plusieurs dizaines de milliers de dollars pour lui faire du CGI pour qu'il ait plus de cernes. Mais par contre, on embauche de moins en moins de scénaristes sur une série, et on va vous expliquer pourquoi. L'une des revendications justement du syndicat, c'est aussi par rapport au salaire, le salaire minimum. Il y a de plus en plus de scénaristes. En fait, la proportion de scénaristes qui est payée au salaire minimum et pas au-dessus est de plus en plus élevée. Quand on regarde les chiffres, l'évolution, c'est assez flagrant. Par exemple, les scénaristes de télé qui travaillaient avec le salaire minimum en 2013-2014, qui étaient au salaire minimum, c'était un tiers des scénaristes de télé. Aujourd'hui, en 2022, c'était la moitié des scénaristes de télé. Donc, il y a vraiment eu une précarisation de la profession avec l'arrivée du streaming, où il y a de plus en plus, une plus en plus grande proportion de la profession et en gros au SMIC, quoi, au SMIC négocié par les syndicats. Ouais. Donc, c'est d'autant plus important de renégocier ces salaires minimums. La raison de tout ça, c'est quelque chose dont on a énormément parlé ici et que vous avez sans doute observé. C'est déjà en grosse partie parce que les séries sont plus courtes. Traditionnellement, une série de network, donc sur les chaînes semi-publiques américaines, on avait une série de 22 épisodes de 45 minutes environ. Et donc, quand on était scénariste sur ce type de série ou quand on était acteur, on avait du boulot sur quasiment toute l'année, puisque les épisodes étaient écrits en même temps que le tournage, donc on progressait un peu de semaine en semaine. Et ensuite, les rediffusions de ces séries donnaient lieu à des droits d'auteur. Maintenant, quand vous voyez les séries qu'on voit sur Apple, Netflix, etc., et HBO a pris le pli aussi, on a de plus en plus de séries qui ont un format mini-série, avec parfois juste une seule saison, 2 ou 3, et on va avoir 10 épisodes, parfois 8, parfois même 6. Donc c'est très très court, et les séries vont souvent être écrites en amont maintenant, avant de passer au tournage. Donc c'est plus du tout la même manière de travailler pour les scénaristes, et ce que ça change, c'est que du coup, ils passent pas des mois et des mois à travailler sur une série pendant qu'elle est aussi en cours de production. Ce qui se passe, c'est qu'ils vont travailler sur une série qui a qu'un nombre très limité d'épisodes et que donc, au bout de quelques semaines ou quelques mois de travail, la série est bouclée et il faut aller trouver une autre série. Donc avant, on pouvait être scénariste et travailler sur une seule série. Tous les ans, on revenait pour une nouvelle saison, par exemple, de New York Unité Spéciale ou The Good Wife. Maintenant, il faut, pour gagner le même montant, il faudrait travailler sur 4 séries dans l'année. Donc ça veut dire refaire des entretiens d'embauche, rechercher du nouveau boulot, se réintégrer à une nouvelle équipe, en gros avoir un nouveau travail tous les 4 mois, ce qui est beaucoup plus compliqué pour les scénaristes et beaucoup plus fatigant et beaucoup plus précaire évidemment. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que dans le côté série plus courte, il y a le côté nombre d'épisodes et il y a le côté régularité aussi, c'est-à-dire que c'est très très rare d'avoir une série comme Friends qui va avoir 24 épisodes sur 10 ans. Enfin, ça n'existe pratiquement plus, quoi. C'est-à-dire qu'il y a peut-être il y a Grey's Anatomy, mais oui, c'est ça. Il y a les quelques mastodontes, les soap-opéras, quoi, les soap-opéras de les Daytime ou des choses comme ça. Mais en général, c'est des séries, surtout pour Netflix et pour les plateformes, c'est 8 épisodes, 10 épisodes, et quand c'est renouvelé pour 1 ou 2 saisons. Et souvent, en plus, ça s'étale sur la 2e saison, elle va être 2 ans plus tard, quoi. Ouais, c'est ce que j'allais dire. En plus, il y a ce problème-là, c'est-à-dire que la régularité, elle est aussi de moins en moins fiable. Il arrive d'attendre 2 ou 3 ans pour avoir la saison
saison d'après d'une série qu'on attend. Et donc là, pareil, quand on est scénariste, si on n'est qu'au salaire minimum et qu'on continue pas d'être payé jusqu'à ce que le travail sur la saison d'après continue, on est obligé d'aller trouver du travail ailleurs. Et donc moi, il y a des scénaristes qui m'ont expliqué aussi que du coup, ils ratent la possibilité de bosser sur la saison 2 d'une série à laquelle ils ont pourtant énormément contribué, parce qu'entre-temps, ils ont dû trouver du boulot ailleurs et que du coup, ils ne peuvent plus revenir. Donc ça impacte aussi la qualité d'une série, parce que là où on avait des writers' room qui étaient hyper solides d'une saison à l'autre et où il y avait une vraie continuité dans la série, maintenant, on a des scénaristes qui galèrent, qui doivent juste essayer de gagner leur vie comme ils peuvent, et donc ils vont aller bosser là où ils peuvent, et parfois, ils abandonnent une série à laquelle ils tenaient en cours de route parce qu'ils peuvent pas faire autrement. Il y a un autre sujet qui est lié à ça aussi avec l'arrivée du streaming, c'est que l'une des plus grosses sources de revenus pour les scénaristes jusqu'à l'arrivée de Netflix et de ces plateformes, c'était ce qu'on appelle les residuals, c'est-à-dire c'est les droits d'auteur en fait. C'est quand une série qu'on a écrite est rediffusée, c'est comme la SCAM en France, on touche des droits d'auteur, une part de droits d'auteur pour l'épisode qu'on avait écrit. Puisque ça veut dire que cette série a du succès puisqu'elle est rediffusée, et donc c'est normal de continuer à être payé proportionnellement au succès de cette série. Il y a des séries aux États-Unis qui sont syndiquées, par exemple Seinfeld ou Friends, qui repassent constamment à la télé. Donc à chaque fois qu'un épisode repasse, la personne qui a travaillé sur cet épisode, qui est créditée à l'écriture, va toucher un chèque. Pour être syndiqué, le critère, c'est qu'il faut avoir dépassé 100 épisodes de série. Ça aussi, c'est quelque chose qui existe de moins en moins, donc c'est beaucoup plus difficile pour n'importe quel scénariste d'atteindre ce Graal, qui était un peu la norme il y a quelques années encore pour les séries. Oui, et pour être clair, en fait, là, c'est des séries syndiquées, c'est pas la même chose que de faire partie du syndicat. Oui, c'est juste le vocabulaire qui est utilisé là-bas. Et tous ces acquis-là ont été acquis grâce à une grève précédente des scénaristes. Oui, et donc aujourd'hui, quand une série est faite par Netflix, elle n'est pas rediffusée. Les contrats sont négociés en amont. Et par exemple, une série comme Abbott Elementary, qui est un énorme succès de comédie aux États-Unis, qui est diffusée sur Disney+ en France, qui est diffusée par Hulu aux États-Unis. Les conditions de paiement et de droits ont été pré-négociées avant le succès. C'est-à-dire que ceux qui travaillent sur cette série ne vont pas avoir des droits d'auteur qui vont tomber tous les mois, ou ce qu'ils vont avoir, c'est très très minime. Il y a eu un tweet qui est devenu viral, c'était une scénariste de Orange is the New Black, donc un des plus gros succès sériels de Netflix, qui touchait quelques centimes par an pour son travail de scénariste sur une série. Donc, non seulement les salaires sont moins bons au moment de l'écriture et les conditions de travail sont moins bonnes, mais en plus, il n'y a pas cette assurance sur des années, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont travaillé sur 3 épisodes de Cheers et qui continuent à vivre de ça aujourd'hui. Et c'était dans les années 80. Et j'exagère même pas. C'est-à-dire que ça permet vraiment à des gens de garder leurs droits aussi à l'assurance maladie et de garder un salaire fixe ou des revenus réguliers. Il n'y a plus du tout ça. Ce que m'expliquait Warren Lee, qui était le showrunner de New York Unité Spéciale, c'est que les droits d'auteur qu'on va avoir pour une chaîne de network sont 30 fois plus élevés que ceux qu'on va avoir pour une chaîne du câble, qui eux-mêmes sont 30 fois plus élevés que ce qu'on va avoir pour une plateforme. Donc en fait, c'est vrai que quand on a des droits d'auteur pour une plateforme, déjà c'est très peu régulé, et c'est ce qui fait partie des négociations à l'heure actuelle. Donc ils savent pas à quoi ça correspond, les scénaristes, quand ils reçoivent parfois $3, parfois 25 centimes. Ils savent pas pourquoi, puisque les plateformes fonctionnent de manière très opaque en fait. Et en plus, c'est généralement des sommes dérisoires. Il y a un autre problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont travaillé sur des séries comme Cheers ou The Office, qui ne sont pas des séries de plateforme, mais qui sont diffusées sur des plateformes. Et pour ça, en fait, ils ne voient jamais la couleur du succès de ces séries sur les plateformes. C'est-à-dire que The Office ou Friends, c'est regardé par des millions de personnes sur Netflix, y compris moi, parfois, des gens qui n'ont pas regardé Friends au moment de la diffusion à la télé, mais qui découvrent la série ensuite sur Netflix. Pour ça, les scénaristes de Friends ne touchent rien. Ils touchent que ce qui correspond à la rediffusion à la télé. Ils touchent pas au moment du contrat de renégociation de diffusion Quand Netflix achète les droits de diffusion d'une série, il y a un montant fixe qui est décidé. Mais justement, le fait qu'après Friends soit, par exemple, la série la plus vue sur Netflix, ça va pas du tout changer. Voilà. Et donc, en fait, ils ne sont pas rémunérés proportionnellement à leur succès, ce qui est un problème. Oui, et ce qui est complètement à contrario de ce qui s'est passé pendant des dizaines et des dizaines d'années, quoi. Ouais. Et donc, le fait que l'industrie, avec l'arrivée des plateformes, ne se soit pas adaptée au fonctionnement qui était en place, en vigueur depuis des décennies, c'est pour ça qu'il y a eu une renégociation de contrat et qu'elle n'est pas en train d'aboutir à l'heure actuelle, au moment où on enregistre, en tout cas, puisque ces droits d'auteur, ils étaient totalement acquis dans les autres modes de diffusion, et les plateformes de streaming, en fait, sont arrivées avec plein d'autres promesses, mais au final, les scénaristes se sont rendus compte qu'ils y trouvaient pas leur compte à la fin.
Ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que quand on regarde les chiffres en fait de combien on leur propose pour une série ou des choses comme ça a l'air énorme. Mais à cause de tout ce que tu as décrit sur justement le rythme de production et aussi sur leurs frais annexes, parce qu'ils vont devoir payer leur agent ou des choses comme ça, au final, la somme est bien moindre et ils se retrouvent à être vraiment, vraiment très précaires quand ils écrivent une série, quoi. Et c'est justement ces chèques de droits d'auteur qui leur permettaient avant de pouvoir tenir parfois 3 mois, 6 mois, 1 an sans job. J'ai parlé à une scénariste qui me disait que ça faisait 2 ans qu'elle n'arrivait pas à retrouver du travail, alors qu'elle a travaillé pour énormément de chaînes et de plateformes. Elle a un poste plutôt élevé dans la hiérarchie des scénaristes et elle n'arrive pas à retrouver. Et donc là, elle ne peut compter que sur ces chèques qu'elle reçoit mensuellement ou trimestriellement de droits d'auteur. Et quand ils sont dérisoires, en fait, il faut aller bosser à Starbucks. Et c'est une réalité pour énormément de scénaristes à l'heure actuelle. D'ailleurs, la raison pour laquelle ils se sont mis à faire grève, c'est que quand ils ont commencé à discuter ensemble, ils se sont rendus compte que c'était généralisé. Mais il y en a beaucoup qui pensaient qu'ils étaient seuls à faire ça. Qu'ils étaient les seuls à avoir à prendre un petit boulot à Starbucks, un petit boulot de serveur quelque part. Oui, il doit y avoir une honte en plus parce que tu te dis que tu as échoué, quoi. Exactement, que c'est parce que notre travail est pas bon ou parce qu'on s'est retrouvé bloqué dans un système très spécifique de mini-room, on va vous expliquer ce que c'est, qu'on n'arrive plus à bosser. Et au bout d'un moment, la manière dont ils s'en sont rendus compte, c'est que la WGA, donc le syndicat des scénaristes, a envoyé un questionnaire de satisfaction, un truc vraiment de routine. Et c'était dans la question autre, à la fin, genre, est-ce que vous avez d'autres trucs que vous aimeriez signaler? Que tout le monde a parlé des mêmes problèmes, a dit j'enchaîne les mini-rooms, tous les 2 mois je dois changer de travail, je dois bosser à Starbucks pour arrondir les fins de mois, etc. Et donc là, ils se sont rendus compte que c'était un problème généralisé, ils en ont parlé, et c'est ça qui a donné lieu au mouvement aussi. Est-ce que tu peux expliquer justement les mini-rooms, parce que c'est un énorme point des revendications, et c'est même apparemment, de ce que j'ai lu ces derniers jours sur les nouvelles négociations, ça reste un des points de crispation et qui font que les négociations vont peut-être pas autant avancer que ce qu'ils aimeraient, quoi. Les mini-rooms, c'est un truc tout frais. Et d'ailleurs, c'est même pour ça qu'il y avait un problème, c'est-à-dire que c'était même pas nommé en tant que tel. Donc, il y a plein de scénaristes qui comprenaient pas que c'était quelque chose qui était devenu systématique. On vous l'a déjà dit, les séries fonctionnent la plupart du temps avec des writers' rooms, donc un pool de scénaristes qui travaillent en équipe pour écrire toute une saison de série. Et il y en a certains qui vont être focalisés sur un personnage, il y en a certains qui vont plus écrire les blagues, d'autres qui vont plus écrire les arcs narratifs, etc. Traditionnellement, une writer's room est composée de 8 à 15 scénaristes. Mais depuis plusieurs années, les diffuseurs, notamment les plateformes, ont recours à des mini-rooms, c'est-à-dire qu'ils embauchent un nombre très restreint de scénaristes, généralement 3 ou 4, et ils leur demandent de développer une saison entière en quelques semaines avant de décider s'ils vont produire la série ou pas. Et donc, on les paye au salaire minimum puisqu'on dit « Non, mais là, vous n'êtes pas encore scénariste sur la série, on l'a pas encore commandé. » C'est vraiment juste pour développer le truc. Et donc, on n'a pas besoin d'avoir 15 scénaristes pour faire ça, donc on en embauche que 3 ou 4 et puis ensuite, on voit. Sauf que, dans les faits, on leur demande de faire un travail qui est très similaire à l'écriture d'une saison entière de série, mais avec 3 fois moins de staff et avec un salaire minimum, puisque la plupart des scénaristes, ils sont payés à la semaine, plus à chaque épisode qu'ils ont écrit, sur lequel ils sont crédités. Or, quand on leur demande de bosser comme ça sur un développement de série sans trop savoir si elle va être commandée après, ils sont pas payés à l'épisode, ils sont juste payés à la semaine. Donc en gros, ils viennent pour 5, 6, 8 semaines, ils sont 2-3 dans une pièce, ils développent le truc. Et ensuite, si ça marche pas, du coup, ils ont pas le bonus qu'ils devraient avoir pour l'écriture d'un épisode et ils doivent trouver une autre mini-room dans laquelle ils vont aussi travailler 4, 5, 6 semaines. Et pareil, si ça marche pas, ça continue. Et le problème de la PIC TV, c'est que les plateformes font énormément ça. Elles développent des milliards de projets qui ne voient jamais le jour. Elles précarisent totalement ces scénaristes qui viennent en espérant que la série va pouvoir se développer et qui pourront ensuite être mieux payés et qui acceptent ce taf-là parce qu'ils ont pas trop le choix. Parce qu'en fait, bosser dans une writer's room traditionnelle dont on sait qu'elle va bosser pendant 6 à 8 mois, c'est de plus en plus rare. Et donc ça, il y a plein de scénaristes qui l'ont fait sans se rendre compte que c'était devenu un truc systématisé. Et c'est à force de parler entre eux qu'ils ont compris qu'ils étaient tous un petit peu bloqués sur ces histoires de mini-room et que donc ils n'arrivaient pas à percer en fait au-delà de ces quelques semaines de travail. Et donc ça, c'est une réalité du métier que vous voyez pas forcément, mais il y a énormément de séries qui sont annulées alors qu'elles ont été entièrement produites, mais qui ne verront jamais le jour. Et ça, Céline Robinson, elle nous en a parlé, puisqu'elle a eu plusieurs expériences comme ça, et son expérience reflète vraiment celle d'énormément de scénaristes à Hollywood. Et elle nous a expliqué que non seulement c'est très démoralisant, mais en plus, ça impacte la visibilité de son travail, et ça fait que c'est très difficile de continuer à trouver du taf quand on a passé les 3 dernières années à bosser sur des séries fantômes.
moralement, c'est extrêmement démoralisant, déjà. Ensuite, c'est un reflet que vraiment Hollywood appartient aux producteurs et aux studios, et ce n'est pas du tout un média créatif. Donc le travail créatif, ça compte pour du beurre, et c'est des décisions qui sont faites en fait entièrement politiquement. Je travaille donc sur une série qui a tourné à Vancouver. J'habite à New York, donc j'ai dû déménager. J'ai habité à Vancouver 8 mois pour ce tournage. Déjà, j'ai passé donc 20 semaines à écrire cette série, puis j'ai passé 8 mois à tourner à Vancouver. C'est pas passé à l'antenne. Pourquoi ? Parce que notre exécutif à Netflix a été renvoyé. Et politiquement, ça n'arrange pas Netflix de garder une série d'un mec qu'ils ont viré. Donc, il n'y a eu aucune raison politique au sein de Netflix de garder cette série. Même qu'on nous disait, c'est dommage parce que ça aurait pu cartonner. On est tous d'accord que c'est une bonne série, mais c'est des raisons qui n'ont aucune base créative pour laquelle la série ne passe pas. Donc, c'est très démoralisant. Ça nous fait penser que donc ce médium ne nous appartient pas. Mais troisièmement, on dépend aussi sur les residuals. Si la série ne passe pas à l'antenne, on ne peut pas recevoir des residuals. Ce qui est fatigant, c'est que les exécutifs même qui annulent les séries une fois qu'elles sont tournées sont aussi ceux qui nous reprochent d'avoir pas les séries passées à l'antenne lorsqu'on est en entretien pour une nouvelle série. Donc, ils savent qu'ils ont complètement détruit le business, mais après, ils nous reprochent à nous que le business est cassé. C'est compliqué et c'est frustrant et on peut rien faire. En fait, on est agacé. Les gens ne font pas la grève parce qu'ils sont heureux et c'est le plaisir de faire la grève. On est à un stade où on n'a rien à perdre. Une des évolutions aussi du métier, c'est de ce dont je parlais tout à l'heure avec le Covid, c'est que les scénaristes souvent sont embauchés maintenant pour écrire en avance une série, pour la délivrer, clé en main, et après ne sont plus présents sur le tournage. Et même des scénaristes qui ont le titre de producteur, parce que normalement quand on a le titre de producteur, justement on est présent sur le tournage pour pouvoir résoudre des problèmes ou changer le scénario au dernier moment ou prendre des décisions sur le tournage. Il y a des scénaristes qui ont le titre de producteur qui ne vont même plus sur le tournage. Et c'est une tendance qui a été renforcée pendant le Covid et qui se poursuit et qui fait que, en fait, les scénaristes ne sont plus autant présents sur les tournages qu'ils étaient avant et sur les plateaux. Et ça peut paraître un peu, quand on connaît pas le fonctionnement d'une série, de la création d'une série, ça peut paraître, on peut se dire que est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir les scénaristes présents si c'est déjà écrit ? En fait, une scène qu'on va écrire dans une série, ça peut totalement changer une fois qu'on la filme à cause des conditions météorologiques. Un acteur est malade ce jour-là, on n'a pas accès à telle ou telle perruque. Je cite des trucs un peu par hasard, mais c'est vraiment n'importe quoi peut se passer en fait sur une série qui peut changer ce qu'on va devoir écrire dans un scénario. Et c'est même une règle, c'est-à-dire que moi, tous les scénaristes à qui j'ai parlé m'ont dit on réécrit toujours tout. Il n'y a aucun scénario d'épisode qui n'a pas été modifié ensuite au moment du tournage, pour toutes les raisons que tu as citées, et aussi parce que très souvent, c'est pareil au cinéma, il y a un acteur qui va venir voir le scénariste producteur et lui dire je pense pas que mon personnage dirait ça à ce moment-là, ou lui dire est-ce que tu peux me réécrire la phrase, je préférais le dire comme ça, etc. Et donc là, l'acteur, il peut essayer d'improviser un truc, mais c'est vraiment le métier du scénariste de trouver la meilleure manière de réécrire le truc pour que ça colle vraiment à ce que l'acteur avait envie de faire. Il y a des séries à l'heure actuelle, c'est de plus en plus généralisé, sur lesquelles il n'y a plus de scénariste pendant les tournages. Et la seule personne dont le métier est d'être scénariste présente sur le tournage, c'est le showrunner. En fait, ça pose des problèmes à tous les niveaux parce que, par exemple, le showrunner qui se retrouve tout seul pour gérer tous ces problèmes-là, alors que son boulot sur une série, c'est aussi de gérer la continuité, la production de A à Z. C'est un peu l'équivalent du réalisateur au cinéma. Il fait vraiment tout. Il s'assure que tout va bien, des costumes à l'écriture, à la réalisation, au buffet et à la lumière, quoi. Donc maintenant, en plus, il a plus une équipe de 2-3 scénaristes avec lui qui peuvent s'occuper de réécrire 2-3 répliques pendant que lui, il est occupé à autre chose. Donc, on a des showrunners qui sont en burn-out, qui sont épuisés parce qu'ils doivent tout faire. L'autre problème, c'est que au niveau plus faible hiérarchiquement, c'est que les scénaristes qui, eux, ne sont pas showrunners, qui démarrent à peine dans le milieu, ils n'ont aucune possibilité d'avoir une expérience de tournage. Or, c'est comme ça que, traditionnellement, ils ont pu évoluer dans le métier. C'est que d'abord, ils écrivaient juste dans les writers' room, ils réécrivaient les brouillons, etc. Et puis ensuite, ils viennent sur le tournage, ils regardent un petit peu comment ça se passe. Et quand ils vont faire un entretien d'embauche avec un showrunner 2 ans plus tard, le showrunner va lui dire « Ok, t'as bossé sur quel tournage ?
comment t'as réagi le jour où tel acteur t'a demandé de réécrire telle phrase, etc. Oui, puis même ils ne peuvent plus le faire à l'heure actuelle. C'est même pas juste pour les entretiens d'embauche, c'est totalement abstrait d'écrire une série sans jamais avoir été sur un tournage. C'est-à-dire qu'on comprend pas les réalités, on comprend pas les contraintes qu'il peut y avoir, alors qu'une fois qu'on est sur le tournage, on a tous ces éléments en main pour prendre ses décisions. Donc ça contribue totalement à la formation. On peut pas être vraiment scénariste de télé sans avoir cet aspect de l'expérience aussi, et c'est ça qu'ils disent. Mais ce que ça reflète vraiment, tout ce qu'on est en train de dire et de détailler en fait depuis tout à l'heure, c'est une totale dévaluation du métier de scénariste. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est en accord total avec ce qu'on reproche, nous, à la PIC TV depuis des années dans ce podcast, c'est-à-dire qu'on a des studios et des plateformes qui ne comprennent pas, ou peut-être qu'ils comprennent mais qui en ont rien à faire, ce qui fait l'ADN et l'âme d'une série, c'est-à-dire son écriture à l'origine. Et maintenant, on en est arrivé à un point où on fait de l'esbrouf total avec des acteurs connus ou des choses comme ça, ou énormément de moyens. Si on prend Les Anneaux de pouvoir, qui est la série la plus chère de toute l'histoire sur Prime, cette série est écrite avec les pieds. Les répliques sont nulles et on sent en fait que c'est vraiment ce système, c'est une série ultra chère, mais on sent qu'ils n'ont pas investi dans l'équipe de scénaristes, ou que c'est pas quelque chose sur lequel ils ont mis l'accent, quoi, et qui leur tenait à cœur. Et en fait, ça se reflète dans toute l'industrie. C'est-à-dire que la façon dont les scénaristes sont traités, ils sont traités comme des maillons de la chaîne un peu disposables, qui sont pas vraiment créatifs et qui sont là un peu pour faire le travail très vite et pondre du scénario et pondre des scripts à la minute. Et ça montre un peu la façon dont Hollywood et les studios et surtout les plateformes considèrent la création et les séries télé. Oui, et c'est ce qu'on dit souvent quand on parle du mot contenu, qui est vraiment devenu... Oui, c'est ça. Voilà, et qu'on se prend tous à utiliser. C'est pareil en journalisme, en vrai. Ouais, et qui dévalorise effectivement totalement l'aspect créatif et le savoir-faire technique, en fait, des personnes qui vont faire ce métier-là. Et ça montre à quel point tout est amalgamé, en fait, pour une plateforme de streaming. On va pas citer de nom, mais il y a des plateformes sur lesquelles il est de plus en plus difficile de trouver des bonnes séries. Netflix, on peut citer un nom. Et pourtant, c'est vrai qu'il va y avoir parfois des noms intéressants au casting ou même dans l'écriture, mais on sent que c'est pas fait pour les bonnes raisons et c'est pas fait dans les bonnes conditions. Et on va voir des séries qui sont de moins en moins bien écrites ou sur lesquelles il n'y a pas de contrôle qualité non plus, c'est-à-dire qu'on va avoir un personnage qui dit qu'il est orphelin, c'est un autre exemple que je cite qu'on m'a donné, je le sors pas de nulle part, mais un personnage qui dit qu'il est orphelin et 3 épisodes plus tard, sa mère se pointe. Et en fait, ça, c'est parce que justement, on n'a pas le scénariste qui est présent sur le tournage pour dire « Ah non, mais vous vous souvenez pas, moi j'étais là pour l'épisode d'avant, vous avez dit ça, donc il faut réécrire cette scène, etc. » Et donc c'est un vrai problème, et nous on le ressent. Et en fait, ce qui est fou, c'est que c'est un truc qu'on sentait depuis des années, on en parle dans PIC TV, mais on n'arrivait pas forcément à nommer ces trucs-là. Ouais. Et moi, j'ai eu une espèce de déclic quand justement on m'a expliqué tout le principe des mini-rooms, et on sent qu'eux-mêmes l'ont eu aussi, c'est-à-dire qu'ils réalisaient pas que c'était ça le fond du problème, mais ça explique tous les griefs qu'on avait, nous, sur la manière dont les séries fonctionnent à l'heure actuelle et sur ce qui fait qu'on accroche moins avec beaucoup de séries. Pour moi, les mini-rooms, c'est un symptôme du même problème, c'est-à-dire, c'est comme le fait que beaucoup de séries soient algorithmiques aujourd'hui ou des choses comme ça, c'est juste une approche tech de la culture, en fait, qui fait que forcément, ça lui retire toute son âme et tout ce qui fait, ce qui est intéressant dans une œuvre culturelle. Et il y a un côté tellement mercantile et capitaliste dans la façon d'approcher en fait les séries télé qui est vraiment très triste parce qu'on a l'impression qu'on a eu juste quelques grandes années de la télé prestige où il y avait vraiment une vision d'auteur, où on pouvait essayer de nouvelles choses sur Netflix aussi ou des choses comme ça, et depuis ça a été remplacé vraiment par une espèce de machine à broyer aussi bien la création culturelle que les gens qui y travaillent, quoi. Et ça se reflète aussi dans un des autres points de crispation dans les grèves, aussi bien la grève des acteurs et actrices que la grève des scénaristes, c'est la question de l'intelligence artificielle. Et c'est vraiment lié aussi à cette dévaluation du métier et à cette dévaluation de l'humain aussi dans le métier, quoi. Ça, c'est un truc qui peut être difficile à capter aussi, mais ça touche tout le monde et ça a déjà commencé, en fait. C'est ça, oui, le truc. C'est ça. Et on le voit, encore une fois, on le voit aussi dans le journalisme, on le voit dans tous les métiers d'écriture ou dans tout ce qui concerne le visuel. On voit que l'intelligence artificielle progresse très, très vite et bouleverse totalement la manière dont on est sur Internet, par exemple. Pour les scénaristes, la plus grosse inquiétude, c'est que ces outils-là, eux, ils aimeraient que ça puisse être utilisé dans un processus créatif ou parfois pour chercher des idées, etc. Mais ce qui leur fait peur, c'est que l'intelligence artificielle finisse par être créditée à leur place
alors qu'il y aura toujours besoin d'humains pour repasser dessus et pour faire quelque chose de vraiment unique. L'inquiétude pour les acteurs, pour le coup, c'est tout simplement que leur visage, leur voix et leur corps soient utilisés sans leur consentement dans des œuvres de fiction. Et ça, c'est un truc dont on voit déjà les prémices parce que vous l'avez vu dans Indiana Jones, dans Star Wars, il y a beaucoup d'acteurs qui sont rajeunis de manière numérique, ou ressuscités. Ça pose énormément de questionnements éthiques qui sont passionnants. Par exemple, il y a eu le documentaire sur Anthony Bourdain. Ils ont manufacturé sa voix. Anthony Bourdain, le chef qui s'est suicidé il y a quelques années. C'est-à-dire qu'ils lui ont fait dire des choses dans le documentaire, ce qui, éthiquement, est quand même complètement fou. Et ça, c'est déjà une réalité, en fait. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a déjà des acteurs qui affirment avoir été, entre guillemets, scannés. Donc, ils viennent dans les bureaux d'une entreprise qui va scanner leur visage, leur voix, leur corps, etc., pour qu'ils puissent ensuite être insérés dans des plans, par exemple, à l'arrière-plan. Et donc ça, on se dit, ça peut être pratique d'une certaine manière. Et c'est tout le problème de l'intelligence artificielle, c'est que ça peut résoudre plein de problèmes techniques dans une certaine mesure. Mais ce que les acteurs et les scénaristes veulent absolument défendre là, maintenant, c'est qu'il y ait une régulation de tout ça qui soit négocié dès maintenant pour ne pas que ça dégénère, pour pas que les acteurs se retrouvent, comme dans l'épisode de Black Mirror de la dernière saison, à être dans une série sans leur consentement parce qu'on a juste utilisé leur tête et leur voix. C'est-à-dire que, du coup, ils sont payés à la journée et après, leur image peut être utilisée ad vitam aeternam, quoi. Et en plus, peut être utilisée sans qu'ils aient leur mot à dire sur la façon dont leur image est utilisée. Donc, il y a quand même énormément d'impact ultra problématique et questionnable sur tout ça. Donc, c'est assez fou de se dire qu'on en est arrivé là, mais c'est vraiment un des points les plus existentiels de la grève actuelle. Oui, parce qu'en fait, le risque de ne pas réguler l'utilisation de l'intelligence artificielle est tellement important pour les scénaristes et les acteurs que c'est pour ça qu'ils ne veulent pas lâcher. Parce qu'ils disent, si on lâche maintenant, d'ici à la prochaine renégociation dans 3 ans, on aura déjà perdu, en fait. Céline Robinson, quand je lui avais parlé il y a 3 mois, elle m'avait dit, si on ne dit pas non maintenant, je n'aurai plus de carrière dans 10 ans. Donc en fait, c'est maintenant qu'il faut se battre. C'est ça, parce qu'on peut se dire, en 3 ans, on sait très bien, même si ça va vite, l'intelligence artificielle, on peut se dire qu'en 3 ans, le métier va pas être complètement bouleversé par ça. Mais en fait, dès qu'on lâche un peu, on lâche beaucoup, en fait. On vous l'a dit, à l'heure actuelle, on est en train d'enregistrer sans savoir si la crise va être résolue dans les prochains jours. Mais ce qui est sûr, c'est que les quelques mois de grève qui ont déjà eu lieu vont avoir un impact durable sur l'industrie des séries et sur la manière dont vous consommez les séries. Et sur les séries qui vont sortir dans les semaines et les mois qui viennent. Donc, par exemple, la production de la saison 3 de Abbott Elementary a été mise sur pause. C'est le cas de Severance. C'est le cas de la prochaine saison de American Horror Story. C'est le cas de Andor, la saison 2 d'Andor. La dernière saison de Stranger Things aussi. La dernière saison de Billions. Bon, après, qui regarde ça, je ne sais pas. Il y en a pas mal de gens. La série sur Blade Runner, de Blade Runner 2099 a été mise en pause aussi. Les Emmy Awards ont été repoussés, donc ils n'auront pas lieu en septembre comme c'était prévu. Emily in Paris, la saison 4, a été mise en pause aussi. Étoile, la nouvelle série de Amy Sherman-Palladino, qui est sur les danseuses étoiles, que moi j'attendais avec impatience sur la danse classique, a été aussi mise en pause. Euphoria, la saison 3 aussi. Oui, de toute façon, là, comme on le disait, il n'y a plus de tournage ou quasiment plus. Il y a quelques tournages qui ont bénéficié d'un passe-droit, en fait. Mais il y a quasiment... Tout est à l'arrêt. Donc, clairement, déjà, il y a des nouveautés qui ne vont pas sortir puisqu'elles n'étaient pas finies. Mais le plus chiant pour nous, c'est les séries qu'on attendait ou les nouvelles saisons de séries qu'on aime bien, qu'on attendait, qui, là, vont être très en retard. Il y a des séries, par exemple, House of the Dragon, ça continue parce que c'est des acteurs majoritairement britanniques, donc ils ne sont pas au syndicat des acteurs américains. Et les scénarios avaient été bouclés avant le tournage, mais en fait, le problème, c'est que du coup, ils ne peuvent pas modifier les scénarios pendant le tournage. Donc, à cause de tout ce qu'on a décrit juste avant, ça pose quand même d'énormes problèmes. Et le fait qu'ils poursuivent le tournage est un peu pose question quand même sur la qualité de la prochaine saison, parce que la dernière grève des scénaristes d'Hollywood, ça a quand même mené à la saison 2 de Heroes, qui était vraiment une catastrophe monumentale. Donc, ça a un vrai impact sur la qualité aussi des séries, quoi.
On n'en a pas parlé tout à l'heure, mais il y a la question des scénaristes présents ou pas sur les tournages, mais la question se pose aussi de leur présence après les tournages. Ça aussi, c'est un truc dont on se doute pas quand on sait pas comment est faite une série, mais souvent en post-production, pendant le montage, on réécrit aussi parfois des répliques parce qu'on se rend compte que ça fonctionne pas avec ce montage-là. On fait revenir les acteurs pour leur faire enregistrer une ou deux répliques. On fait venir un scénariste qui, lui, va être chargé de réécrire tous ces trucs-là. Et donc, ça, c'est de moins en moins fréquent, donc ça crée des séries qui, même en post-prod, vont être aussi de moins bonne qualité. Et puis, ça touche aussi à la question de l'intelligence artificielle, puisque à partir du moment où on possède les voix des acteurs, on peut aussi leur faire dire n'importe quoi a posteriori. Mais encore faut-il qu'il y ait des bons scénaristes pour pouvoir réécrire ce qu'ils vont dire derrière, quoi. Une conséquence immédiate qu'on va sentir à la rentrée et qu'on avait déjà senti avec la grève précédente, c'est donc la disparition des œuvres de fiction, notamment sur les chaînes de network, puisque là, la production met vraiment beaucoup de temps en amont. Et donc là, Céline Robinson nous expliquait qu'ils ont raté les délais pour avoir des nouvelles séries qui sortiraient à la rentrée, ou même qui sortiraient à Thanksgiving ou après le Super Bowl. Donc en fait, les seuls trucs qui vont pouvoir sortir, notamment sur les chaînes de network, ça va être des jeux télévisés. Et encore pas tous, puisqu'il y en a aussi beaucoup qui font appel à des scénaristes, ou de la télé-réalité, mais ça, pareil, il y a des scénaristes souvent qui sont impliqués. D'ailleurs, lors de la dernière grève en 2007-2008, c'était à ce moment-là que l'émission de Donald Trump était devenue un phénomène parce qu'il avait vachement mis en avant, parce qu'ils n'avaient pas de série à mettre en avant. Ouais. Donc, voyez ce qui se passe quand c'est clair. Quand il y a une grève, après il y a un président. Donald non, mais Trump. c'est ça a un impact culturel énorme, et plus la grève est longue, plus on passe de temps sans série à se mettre sous la dent, et plus ça bouleverse totalement l'écosystème des séries, ça c'est sûr. Et puis il y a un autre truc qui est très important avec la grève des acteurs, c'est qu'ils ne font plus de promotion. Et donc, on l'a vu par exemple pour la Mostra de Venise qui commence en ce moment même. D'ailleurs, j'y suis. Faille spatio-temporelle. Mais il y a eu tout un débat pour savoir s'il y aurait des films, des gros projets américains qui seraient sélectionnés à la Mostra ou pas, puisque les acteurs ne pourraient pas venir en faire la promotion. Finalement, il y a des gros films américains qui ont été pris, mais on voit beaucoup moins d'acteurs sur les tapis rouges. Et quand on les voit sur les tapis rouges ou dans des émissions, ils ne parlent pas de leur travail. Donc, ils viennent pour parler d'œuvres caritatives, etc. Donc, ils trouvent des moyens de contourner, en fait, un petit peu les règles du syndicat. Mais on a beaucoup moins d'acteurs présents. Et donc, ça aussi, ça impacte toute l'industrie parce qu'en fait, un acteur qui fait de la promotion, c'est aussi des tenues de créateurs, c'est des photographes qui viennent travailler, c'est des journalistes qui viennent couvrir ces événements. Donc, en fait, toute l'industrie globale du divertissement est impactée par cette grève. Moi, ce que j'espère là pour les séries, c'est déjà que ça va nous donner une opportunité peut-être de découvrir des séries d'autres pays. Peut-être. Et de les mettre en avant parce que bon, pour le coup, les séries britanniques sont pas impactées par la grève, donc j'espère qu'il y en aura des très bonnes qui vont sortir pour nous en tant que téléspectateurs. Les séries françaises aussi. Mais en même temps, ils le disent beaucoup, c'est un combat existentiel, c'est-à-dire que c'était dans ton article pour Slate sur le sujet, c'est dans toutes les interviews qu'ils donnent ou des choses comme ça, et c'est vrai que quand on voit les enjeux, on se rend compte que c'est vraiment existentiel comme ils le disent. Donc, je suis curieuse de voir comment ça va se développer et j'espère qu'ils vont tenir bon dans les négociations. Ce qui est très important avec l'arrivée des acteurs dans le mouvement, on n'en a pas parlé, mais c'est quand même justement que ces quelques très grosses têtes et ces quelques très gros noms ont un énorme impact, non seulement pour le moral, mais financier aussi. Il y en a beaucoup qui font don. Il y a Meryl Streep, The Rock, Ben Affleck et qui ont donné 1 million chacun. Ouais. Et il y en a plein, par exemple, qui vont payer de leur poche pour distribuer des bouteilles d'eau, pour venir distribuer de la Jason bouffe. Momoa, Jason Momoa qui distribue sa propre marque de bouteilles d'eau gratos. Parce que Céline Robinson nous a expliqué un peu à quoi ressemble le quotidien aujourd'hui. Il y a de moins en moins d'interruptions de tournage, puisque c'est bon, les tournages sont interrompus, mais ils continuent quand même à défiler et à manifester. Et elle nous expliquait qu'ils faisaient ça le matin parce que l'après-midi, il fait trop chaud, mais donc la présence des acteurs, elle est aussi très importante pour soutenir le moral des troupes, mais aussi fournir un soutien financier et s'assurer que tous les gens qui défilent, y compris les personnes qui n'ont pas les moyens, peuvent quand même se nourrir et s'hydrater pendant la grève ou avoir une nounou qui va pouvoir venir s'occuper de leurs enfants pendant qu'ils vont défiler, etc. Un des aspects chouettes aussi de cette grève, et on voit beaucoup de scénaristes et d'acteurs qui en parlent, c'est qu'ils font de très belles rencontres dans les manifestations. Céline Robinson nous a dit qu'elle avait rencontré plein de gens super dont elle admirait le travail et qui admiraient son travail à elle. Donc ça donnera aussi peut-être lieu à des collaborations. Voilà, lieu à des super collaborations à l'avenir. Pendant les piquets, j'ai retrouvé une interadmiration par des genres d'écriture. Par exemple, j'écris
des séries de drames, surtout policières, j'ai une énorme admiration pour les humoristes et les écrivains comiques. Par exemple, il y avait une soirée où on faisait un piqué, on devait arriver à 2h du matin et on est resté jusqu'à 6h du matin. Donc, j'étais devant une grille avec une écrivain qui est une écrivain comique, surtout pour l'animation. Et on a parlé toute la nuit. Et donc, on a discuté non seulement l'admiration qu'on a l'une pour l'autre, mais aussi, on parlait technique. Par exemple, la structure d'écrire une blague. Et elle, inversement, la structure d'écrire un épisode d'une série policière. Et c'était par cela, du fait qu'on s'est tellement intéressés l'une à l'autre, on a aussi eu d'autres discussions avec, par exemple, une écrivain qui écrit des films pour la télé. J'ai parlé à des écrivains qui écrivent pour Saturday Night Live, des écrivains qui écrivent pour The Daily Show, et aussi des écrivains qui écrivent pour des jeux, par exemple Jeopardy ou Pyramide, voilà. Donc, mais je suis fascinée par ce qu'ils font. On est écrivains tous ensemble, oui, mais on fait du travail, mais complètement catégoriquement différent. Donc, on a commencé des workshops, ce qu'on appelle Wednesday Workshop, au Writers Guild, dans le bureau du Writers Guild, les mercredis après-midi, après nos piquets. On se rejoint dans le bureau et un écrivain par semaine fait un workshop sur son travail et j'apprends énormément. Donc. Mais c'est passionnant, c'est comme masterclass, mais entre nous, les écrivains du Writers Guild East. Et donc, bon, évidemment, ça redouble la solidarité, mais on prend plaisir à apprendre le craft. C'est génial, on vit pour ça. Peut-être que d'ici 2-3 ans, on aura les fruits hyper intéressants de toutes ces rencontres qui ont eu lieu dans les rues de New York et de Los Angeles. On espère. C'est très optimiste, mais oui, ouais. J'espère aussi. C'était PIC TV, merci Marie. Merci Anaïs. Et merci à vous les Piquistes de nous retrouver et de nous écouter toutes les semaines. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de PIC TV sur Slate Audio ou sur votre appli de podcast préférée. Le prochain épisode sera diffusé le 15 septembre et on va vous y parler de The Bear. On a très hâte. Oui. Si vous avez aimé ce podcast, parlez-en autour de vous et n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et un petit commentaire. Vous pouvez faire ça sur Apple Podcast et sur Spotify maintenant. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre autre podcast, Amis, dans lequel on se fait mutuellement découvrir certaines de nos œuvres préférées. On revient avec une nouvelle saison d'Amis très très vite, on vous en reparlera. En attendant, on se retrouve le 15 septembre. PIC TV est un podcast d'Anaïs Bordage et Marie Telling, produit par Slate Podcast, direction éditoriale Christophe Caron, production éditoriale, prise de son et réalisation Aurélie Rodriguez.